Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Sans doute, comme moi, vous aimez le poisson. Si la sardine, poisson populaire par excellence, est arrivée à des prix exorbitants, le poisson, dans son ensemble, reste encore cher et rare. Et pour un pays à grand littoral, nous restons, comparativement aux autres peuples des littoraux, de petits mangeurs de poissons. Aussi, avons-nous ce soir voulu en connaître de plus près les raisons. Des raisons, vous le verrez, qui tiennent pour l'essentiel à un manque d'investissement dans le secteur et de nombreuses déficiences qui persistent sur ce marché, qui paraît encore livré à lui-même et qui peine à s'épanouir. Le profane que je suis a d'ailleurs encore beaucoup de mal à en cerner tous les enjeux, tant l'univers de la pêche en mer est opaque, un peu comme ces eaux qui sont confrontées à une pollution endémique. Poissons vendus en mer, poissons pêchés à la dynamite, inobservation des temps de repos pour le renouvellement biologique des espèces, spéculation tous azimuts, chaîne du froid non respectée, pêcheurs insuffisamment protégés socialement, insuffisamment de place dans les ports, même si les professionnels sont souvent en mer et amers, ils reconnaissent par ailleurs qu'un travail positif est tout de même porté en ce moment même par les autorités du secteur, le ministère de la Pêche en l'occurrence. Ce qui est aussi rassurant, c'est que ce marché du poisson est actuellement revigoré par les fortes perspectives de l'élevage aquacole et avec de belles expériences qui redonnent espoir et qui devraient rééquilibrer bientôt ce marché, nous l'espérons. Mais avant d'entamer notre débat avec nos invités, écoutons ces professionnels de la pêche à qui Maya Alkenz a tendu son micro. كيما راه ينقص عنده دي بيريود وين كاين ذاك تلحق عليك الصيف ذاك كاين الحمد لله كاين الخدمه كيما تلحق علينا الشتاء ما كاش نبقاو نديبلاسو نروحوا لمستغالم نروحوا لعنابه نبقاو نمشوا نجروا من الحبات تاع الحوت وين تكون. حنايا رانا تنجمي تقولي رانا توالى المروك عندها 1 مليون طن بارون، حنا الجيريا عندنا 74000 طن بارون. تونس تالي عندها 600000. حنا ريسما رانا دارني الحوت حنا البحريه عندنا الحوت يطلع ويا هو التيمه الخضراء، الحوت كاين الحوت يطيح، الفلبور الحوت طايح السوق تاعو طايح، وين غالي في الطوابل كاين لي روفوندور يعاودوا يبيعوه هما اللي يدوروا يحكموا في هذا السوق هذا. طالما البحر اذا كتجي غدوه الصباح 10 لك تبرد بتجي لهنايا تلقى الحوت طايح يدير 200,000 300,000 الكازي، خاطر من الحق يدير 100,000 من بعد يعاود يطلع يعاود داول بصح هما دايرين بري تاكس مفيكسين بري يحسبوا دائما 60 70,000 الكيلو. شكون اللي ينظر غير ذاك الزوالي هذاك اللي ما عندوش. اما هنا الحوت دائما يطلع ويهود. عندنا بروبليم هاد الايامات ماشي غير البور تاع الجميله، عندنا لي بور كاع تاع الجزائر بروبليم مع لا مارين. ولاو يديمونديو الرشوه اون ديريكت، ولاو باغ اكزومبل تجي داخل يدير لك الحوت في وجهك نتايا باغ اكزومبل انا بحري جبت شويه باغ اكزومبل سلطان ابراهيم هو الروجي، انا ما نديهش لداري باسكو نشقيت عليه لازم نبيعه باش نتقوت به، يجي يقول لك اعطيني 2 كيلو روجي. Les plaisanciers viennent nous gêner. Alors un bateau qui travaille, il ne pourra pas stationner. يعني اما درك هذا ولا هذا اللي راه يخدم. Nous en ce moment on est perdu. On est perdu au sein du ministère de la Pêche. On ne sait pas qui a l'autorité, est-ce le ministre, est-ce que les gardes-côtes. Il n'y a ni eau, ni électricité. Quand on veut faire un travail de soudure ou de l'achor, il faut qu'on aille chercher un groupe à 5000 dinars la journée. باش تخدمي هذيك الخدمة. وسا ديبون يا ربي لا تكمليها ولا ما تكمليهاش. Troisièmement, هنا البورت تاع المدراج il n'y a ni organisation ni rien du tout. Le voilier, je vous donne l'exemple du voilier. Il y a 3 jours depuis qu'il est arrivé. Elle lui a donné une chaîne de ce bout là-bas jusqu'ici. Est-ce que les autorités sont lui accordant ceci? Il y a beaucoup de choses qui بنادم ما يحبش يبروفوندي لها الاخر. السؤال تاعي هو يدير لنا حلول. كاين بزاف مشاكل تخص فيها الميدان البحري هذا ماهوش مبروتيجي، ماهوش محمي كاع اصلا. راكي معايا؟ يدير لنا بزاف حلول. كاين ديجا بحريه ما استفادوا من حتى حاجه من هذا التدغيم ولا التشغيل ولا ما استفادوا والو، قاعد بحري ما عنده حتى حاجه اللي تحميه ولا تسوي له المعاش تاعه ولا ما كاش. السؤال تاعنا نقدم نقول له يلتهنا بدل تاع البيئه هذه الاولانيه، لا بوليسيون في البحر هي الاولى قبل ما يعطيونا بابورات، قبل ما يمدونا ما يقول لك نمدوا لكم ونعاونوكم، ما يعاونيش ينقي البحر. ومن بعد باش يعاونوك يعطيني بابور،
نخرج للبحر، البحر كاع زبل، واش ندير به البابا؟ Il y a ces témoins pour cet éclairage. Je voudrais vous présenter tout de suite nos invités qui nous font honneur d'être ici. Hassan Nouar, vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Vous êtes un habitué de l'émission et pour cause, les consommateurs, c'est un peu là qu'ils sont partout, quoi, dans tous les secteurs d'activité. L'Arbi Djelledj, vous êtes le directeur de la première ferme aquacole d'Algérie qui est située à Asfoun. Donc vous êtes un petit peu un pilote dans ce secteur. Et enfin, Sid Ahmed Farouchi, vous êtes le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous éclairer. Voilà, alors ma première question va vers l'aval de ce marché du poisson, vers vous, représentants des consommateurs. Alors aujourd'hui, comment ce marché est apprécié par le consommateur de manière générale? Quels sont les avis qui remontent jusqu'à vous? Eh bien, comme on vient de voir sur les vidéos, c'est un marché qui reste toujours inaccessible aux petits citoyens algériens. La norme de consommation qui est prévue par l'OMS n'est toujours pas atteinte. On mange très peu de poissons en Algérie. Le problème pourrait être sanitaire, donc c'est une question de santé publique. Et c'est pour cela que donc nous, les défenseurs des consommateurs, on est en train d'œuvrer avec tout le monde, donc y compris avec les pouvoirs publics, pour essayer d'améliorer et d'augmenter cette consommation. Parce que si maintenant des gens ne consomment pas beaucoup, à l'avenir, on risque encore de consommer beaucoup moins si les investissements qui sont prévus et si les encouragements qui sont là ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas réalisés. Donc c'est pour cela que on pourrait dire que l'état actuel des choses n'est pas très bien. C'est-à-dire à l'avenir, on espère avoir un meilleur taux de consommation des produits de la pêche. Et à ce titre-là, on dirait que nous, à la Fédération algérienne des consommateurs, on sera quand même, je dirais, plus ou moins tranquille. Alors, pourquoi est-ce que c'est vital de manger du poisson pour nous, pour l'humain? Et en même temps, la deuxième question, où c'est que le bas blesse? Alors, dans le circuit commercial, pourquoi les gens arrivent à se plaindre, quoi? Vital, non, mais en tout cas, ça apporte, le poisson apporte des protéines. C'est les meilleures protéines où il n'y a pas de gras. Donc, c'est ce qui est recommandé le plus pour la consommation donc des viandes. Donc, c'est la meilleure viande qui est préconisée pour nous les humains, donc pour les consommateurs. Mais maintenant, au vu des projets qui sont en train de se réaliser, il y a un espoir. Parce qu'il y avait un problème, et tout le monde le sait, c'était un problème de distribution. Un problème donc de commercialisation. Et actuellement, on voit qu'il y a d'abord un travail entre plusieurs secteurs, oui, dont peut-être les résultats pourraient ramener des résultats meilleurs. D'accord, donc on va y revenir. Monsieur Djelledj, alors vous êtes un acteur de l'aquaculture, mais vous êtes aussi un consommateur aujourd'hui. Alors quelle est votre appréciation un petit peu sur le marché, rapidement, avant que je puisse avoir l'avis de l'autorité? Mon appréciation sur le marché, elle est connue par tout le monde. Il y a un déficit en matière d'offres. C'est ce qui occasionne un peu d'inaccessibilité, comme disait mon voisin de droite là. Ce qui explique cette cherté du poisson. Mais avec un peu plus de volonté politique, j'espère que dans un proche avenir, oui, on aura réglé tous les problèmes. Oui, oui, c'est surtout, je parle en matière d'accessibilité du produit pour la ménagère ou pour le consommateur. Alors, Monsieur Farouchi, donc on a entendu les voix des pêcheurs, on va y revenir, qui soulignaient un petit peu les problèmes aussi dans la chaîne de la commercialisation. Et Monsieur Mnowar et Monsieur Djelledj disent qu'il y a un déficit. Le public, on l'entend tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a un déficit? C'est vrai, il vient de quelle déficience et comment le résoudre? En fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent et qui mettent en place dans ce jeu entre l'offre et la demande, les facteurs eux-mêmes qui conditionnent l'offre et la demande font que nous avons aujourd'hui des situations qui évoluent de manière plus particulière. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont connus et que nous ne vivons pas, nous ne sommes pas les seuls à les vivre.
Pour ceux qui connaissent les matières de la pêche, des ressources halieutiques, les baisses de l'offre ou de la production, ce qu'on appelle le poisson sauvage, est quasiment une tendance mondiale. Ce n'est pas une tendance propre à l'Algérie, aux côtes algériennes. En fait, le poisson augmente partout dans le monde. En fait, aujourd'hui, les stocks diminuent de manière pratiquement importante partout dans toutes les mers du monde. Les prix ont une tendance haussière partout dans le monde. Bien sûr, il reste des situations spécifiques. On va avoir des situations très particulières dans telle zone ou telle zone. C'est dû à la fois à des facteurs climatiques, à des facteurs d'environnement. C'est dû aussi au fait qu'il ne faut pas oublier que depuis les années 50, dans l'évolution des engins de pêche et des moyens de pêche, nous sommes passés à des niveaux industriels d'exploitation de ces stocks. Donc, ce qui fait qu'on peut penser que c'est normal aujourd'hui, 60 ans après, qu'on ait introduit des gros moyens, qu'on ait introduit la mécanisation. Si vous prenez aujourd'hui l'arrêt de la flottille algérienne, la flottille aujourd'hui de pêche algérienne, elle est quasi à 100% motorisée. Bien sûr, avec des niveaux différents. Ça va de la petite embarcation de 4,80 m avec un petit moteur de 10 chevaux à des embarcations de 24 mètres ou de 30 mètres avec... Mais pourquoi, vous avez entendu les pêcheurs, ils se plaignent en termes d'équipement, ils n'arrivent pas à renouveler leurs équipements parce que l'équipement coûte trop cher pour eux comparativement aux autres pays. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette problématique existe et nous avons souvent des discussions autour... Et franchement, excusez-moi Monsieur le Ministre, mais pour les avoir interrogés, j'ai l'impression que c'est le problème majeur et c'est là qu'il y a, je crois, un rôle pour l'État, pour les autorités de réguler le marché de l'équipement. C'est un problème majeur, après qu'on ait réglé un certain nombre de problèmes. Bien sûr, il faut voir les choses de manière dynamique. Moi, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, quand je discutais avec eux, ce n'était pas le problème majeur. Le problème majeur, c'était les retraites. Le problème majeur, c'était la formation. Le problème majeur, c'était l'organisation et la gestion des ports. Le problème... donc, bien sûr, au fur et à mesure qu'on règle, ou qu'on apporte, on ne règle pas, on ne règle jamais à 100%, mais qu'on apporte des éléments de solution, il y a d'autres problèmes dont l'ampleur commence à devenir importante. Cette question, elle a été abordée plusieurs fois dans cette concertation que nous avons permanente avec les professionnels. C'est une question qui est assez complexe parce qu'à la fois, elle exige une organisation. Aujourd'hui, en fait, vous voulez avoir moins de prix quand vous achetez des intrants, que ce soit des filets de pêche, que ce soit de la pièce détachée ou que ce soit des moyens de relevage. Ou vous avez l'organisation qui est là, qui peut permettre d'avoir des commandes à l'avance et des opérateurs peuvent eux-mêmes ramener par grande quantité, avoir une capacité de négociation. Ou vous faites dans la petite demande et qui est complètement déstructurée. Donc ce qui fait que vous allez vous retrouver avec celui qui va vous offrir ce service, il va l'offrir individuellement à chaque fois. Donc vous appelez à une organisation des... Mais aujourd'hui, la grande difficulté, elle est où? C'est que vous avez 2 alternatives possibles. Ou l'État lui-même prend en charge ces questions. Ça fait longtemps, je pense qu'on n'est plus dans ce cas de figure. Ça fait déjà, je pense, plus de 20 ans qu'on a abandonné d'être vendeur de moteurs et vendeur de graisse et vendeur de pièces détachées. Maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut encourager, organiser, mettre le lien. C'est ça. Il y a un travail d'incitation à faire. Alors la difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les professionnels, de leur côté aussi, fassent un travail collectif et qu'ils puissent construire des capacités collectives comme ça se fait en Espagne, en Italie, comme ça se fait dans d'autres pays, en Tunisie, comme ça se fait dans d'autres pays. Maintenant, on a cette difficulté. Est-ce qu'il faut rester fataliste? Non, mais il faut travailler. Alors, il y a une autre alternative aussi, c'est la sensibilisation, mais du côté des commerçants, c'est-à-dire pour qu'ils investissent un créneau porteur, y compris via l'ANSEJ, par exemple. Bien sûr, il y a ce programme qu'on a intégré dans ce qu'on appelait Aquapêche, donc c'est le programme quinquennal 2015-2019, où on vient
justement avec des actions de complément par rapport aux investissements qui sont faits dans les ports, les infrastructures portuaires, pour pouvoir avoir des services qui puissent être offerts au niveau en termes de maintenance, en termes de pièces détachées. Il y a déjà un réseau. Il ne faut pas penser qu'on est à zéro. Il y a un réseau aujourd'hui. Nous avons même des entreprises privées avec des chantiers navals ou même des entreprises qui fabriquent complètement des pièces qu'on utilise, qui fabriquent un certain nombre d'intrants et qui ont aujourd'hui un spectre large d'intervention dans tous les ports d'Algérie. On a encouragé cette année, par l'organisation des salons régionaux, on a organisé des salons régionaux pendant toute l'année, 4 salons, y compris le dernier au sud, qui est plus orienté vers l'aquaculture, pour faire en sorte que le réseau d'opérateurs, celui qui et par exemple, nous avons un très bon fabricant, Azemmouri, de tout ce qui tourne autour des pièces qu'on utilise et qui s'usent sur les bateaux. Bon. Lui-même peut ouvrir à Oran, il peut ouvrir à Tlemcen, il peut demain étendre son réseau. Et comment il peut l'étendre? Il peut l'étendre soit directement, soit en passant aussi par des petites entreprises, des petits jeunes qu'il va former et qu'il va agréer à faire ce service pour lui. Donc, il faut démarrer avec l'existant. Il faut reconnaître l'existant, le regrouper, le structurer et l'étendre au fur et à mesure. Alors, oui, vous voulez intervenir, monsieur Senno? S'il vous plaît. Parce que là, en ce qui nous concerne, nous, les défenseurs des consommateurs, on voudrait aussi que ces produits de la pêche arrivent aux consommateurs dans de bonnes conditions. Donc, ce que demandent les pêcheurs, je crois que parfois, c'est des avantages beaucoup plus personnels. Mais là, en nous demandant à l'autorité d'investir dans ce qui est général. Donc, de créer cette base arrière pour les pêcheurs, pour avoir de bonnes conditions pour pêcher. Et aussi des moyens pour commercialiser dans de très bons moyens, dans de très bons, je dirais, moyens d'hygiène, dans des conditions plutôt d'hygiène et de santé, ces produits de la pêche. Et c'est pour cela que, à mon avis, à l'avis de la Fédération algérienne des consommateurs, c'est d'abord de précipiter un petit peu le projet de distribution, donc la grande distribution, pour parler des centrales de distribution ou des marchés de gros, les marchés de proximité. Je sais que c'est un problème qui va être discuté avec un autre secteur qui est le commerce, et bien sûr les moyens de transport, donc avec tout ce qui est fourniture des moyens de locomotion, la fourniture de glace dans les ports et tout. Donc ça d'une part. D'autre part, le pêcheur algérien aujourd'hui, à mon avis, ou à notre avis, il pêche toujours d'une manière traditionnelle. Donc c'est toujours le pêcheur qui sort le matin et revient le soir. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller encore plus loin et de rester un peu plus longtemps en mer pour amener des cales beaucoup plus importantes, avec des quantités beaucoup plus importantes, et inonder les ports de pêche pour faire baisser les prix. Voilà, donc c'est en même temps une intervention, une question, si vous permettez, monsieur le ministre. Non, on peut tout imaginer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'un ministre de la Pêche, il a un double rôle. Il est lui-même le liant entre à la fois des producteurs, des acteurs qui interviennent dans la commercialisation, des opérateurs qui ont investi dans les services et dans la gestion aussi portuaire, et les consommateurs. Et sa principale mission, c'est de faire évoluer ce système de manière à ce que les uns et les autres arrivent à répondre à leurs attentes, et que les uns et les autres arrivent à vivre économiquement, et ce qui est un élément important, parce qu'un système peut avoir, je dirais, une vie sanitaire, une vie sociale, mais s'il n'a pas une durabilité économique, il n'a pas d'avenir. Donc, tout est possible dès lors qu'on a toujours cette démarche de pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs et de faire en sorte que le système lui-même puisse vivre. Mais s'il va investir dans l'aquaculture, lui ne pourra avoir son investissement qu'il va faire, il va le faire avec certainement une espérance de rentabilité, d'avoir une rentabilité sur 15 ans ou 20 ans. Donc s'il est dans un système qui est stable, qui lui permet d'avoir des marges rentables, et que, y compris les services qui sont autour de lui,
sont stables parce que lui, il a besoin d'intrants, il a besoin d'intrants à un certain moment, il a besoin de qualité d'intervention. Donc, c'est tout ce système qu'il faut structurer, organiser. Il n'y a pas, je dirais, parce que j'ai senti dans le terme autorité, une espèce d'immanence. Non, moi j'attends de vous de la régulation. Voilà, donc c'est ce rôle-là, je pense, de régulation et en même temps de facilitation, parce que les acteurs tout seuls, individuellement ou pris collectivement, ne sont pas capables d'organiser tout ce mouvement. Et là, on est à la fin, en fait, dans l'économie, et l'économie, c'est un orchestre. À la fin, le dernier produit que vous entendez, c'est le jeu de l'orchestre. Bon, alors le jeu de l'orchestre, il y a tout dans un orchestre. Il y a tous les instruments, et à un moment, il faut qu'à la fin, ça donne un son qui est agréable. Avec un bon chef d'orchestre, bien sûr. Voilà, et le chef d'orchestre, il est là. C'est pas lui qui fait du violon. Lui, il doit pouvoir donner le tempo, créer la cohérence, mettre en place l'espace qui permet à tous de pouvoir... Le chef d'orchestre pourrait aussi orchestrer entre plusieurs secteurs, parce que moi, quand on a vu la situation de la pêche en Algérie, on a vu que ça se passe sur un port, enfin la pêche maritime. Et sur un port, il y a plusieurs secteurs. Donc il y a les travaux publics, je crois, il y a le transport. Ça, c'est au port. Après, il y a le commerce. Donc déjà, on peut détecter les 4 secteurs, travaux publics, transport, pêche et commerce. Et agriculture. Et agriculture, parce que oui, il y a le système sanitaire. Oui, j'ai su dernièrement que les vétérinaires dépendaient que de l'agriculture et il doit y avoir même une sorte de convention pour assurer... Cette convention, elle est en place, oui. Très bien. Donc à travers ces 4 secteurs, parfois on voit que le travail ne se fait pas dans les temps, parce qu'il y a toujours ce problème de moi j'ai fait ma part, il reste la part de l'autre, et on s'arrête là. Je crois que le vrai problème, c'est que nous sommes dans une émission d'économie, nous ne sommes pas encore fortement organisés autour des finalités économiques. Et c'est l'évolution que nous voulons donner, y compris à travers la politique du gouvernement et à travers le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il faudrait que tout notre système soit organisé autour de la finalité de l'économie. Et qu'à ce moment-là, chaque acteur qui va intervenir a le souci. Je reprends le cas de Sigidel, parce que c'est lui l'opérateur qui est aujourd'hui avec nous. Mais celui qui va intervenir, il va le dire, peut-être il va le dire avec des mots plus forts et peut-être de meilleurs mots que j'utilise. Mais quel que soit l'intervenant qu'il y a autour de lui, bien sûr, nous devons avoir ce souci que chacun fasse son métier, que le pêcheur pêche, que le commerçant vende bien son produit, qu'on ait de la traçabilité, que le gestionnaire gère bien son port, que tout le monde fasse son travail. Et que toutes les administrations qui y a autour puissent intervenir. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on ait cette conscience que l'acte économique est un acte vital. C'est l'acte qui permet à la société de vivre. Ce n'est ni, même si les actes que nous faisons, multiples, de dialogue, de concertation, sont des actes, ou des actes, y compris réglementaires ou de sensibilisation, sont des actes importants. Mais nous devons prendre conscience dans notre pays que, bien sûr, ça se traduit en gagne de l'argent, quelqu'un gagne de l'argent, mais que l'acte économique est un acte vital. Monsieur pour tout le monde. Oui, allez-y, je vous en prie, Monsieur Djeladj. Oui, c'est pour paraphraser Monsieur le ministre qui parle d'acte économique comme étant un acte vital. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf qu'il faudrait faire le distinguo entre la disponibilité et l'accessibilité. Parce que, rendre le produit disponible, on veut bien. Mais le rendre accessible, c'est une autre paire de manches. Et là, on aura beaucoup de choses à débattre, il me semble. Sur cette question, ça c'est une question aujourd'hui, entre disponibilité et accessibilité, c'est les évolutions que nous avons dans les modes de vie, dans les modes de distribution alimentaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser distribuer un poisson comme on le distribuait dans les anciens systèmes. Donc, parce que les gens
vivent dans des systèmes urbains. Donc nous transportons le poisson, par exemple, j'ai pris le cas du poisson, nous transportons du poisson sur de longues distances. Nous l'introduisons dans une architecture urbaine qui est très étalée. Donc on n'est plus dans les mêmes architectures de distribution qu'on avait. On avait un village, une entrée, une sortie et un point de vente. Aujourd'hui, nous avons des centaines de lieux de vie et des lieux de vie qui sont très étalés, des distances à faire. Bon, voilà, ça pose un... Bon, Monsieur le ministre, moi j'ai des questions très pratiques, très ciblées plutôt. Oui, non, bien sûr, très ciblées à vous poser. Sur la chaîne du froid aujourd'hui, est-ce qu'elle est respectée? La chaîne du froid aujourd'hui, elle existe au débarquement. Ça veut dire on commence, ça c'est les traditions dont parlait tout à l'heure Sim Nawal. Aujourd'hui, nous avons des systèmes traditionnels qui faisaient que on commençait à glacer le poisson à partir de son débarquement. Dès qu'il débarquait, on le glace et il rentre dans un circuit commercial où on essaie de maintenir la qualité de ce poisson jusqu'à la vente en détail. Aujourd'hui, sur ce plan-là, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses à faire évoluer. Et par contre, il y a eu une évolution qui est importante, qui à mon sens aujourd'hui est à montrer aussi aux consommateurs, c'est que le produit de l'aquaculture est un produit qui est pratiquement glacé à partir de l'eau jusqu'au consommateur. Et de ce point de vue-là, il a une qualité qui est conservée. Si Djellal peut en parler. Si vous permettez, oui, monsieur Djellal. Je vais vous donner le process quand même. Oh non, si c'est pour parler de l'aquaculture, on va y venir tout de suite. Hein. D'accord, alors répondez juste. D'accord, très bien. Nous, d'abord, l'abattage. L'abattage du poisson, il se fait par choc thermique. Très bien. Ce qui veut dire qu'il y a un mélange eau et glace écaillée. Ça, c'est pour abattre le poisson. À peu près à une température de 0 à moins 1, moins 2. Le poisson est mort. Puis, il est acheminé vers le conditionnement. Là, c'est la mise en caisse avec une couche de glace dessus et un film en cellophane. Puis il est mis soit en chambre froide quand le client est absent, ce qui veut dire quand il y a autre chose qui est très importante aussi, c'est qu'on ne fait jamais de pêche sans avoir de client. D'accord. On travaille à la commande. Donc, si vous voulez dire, on ne fait jamais d'élevage? Comment? Non, de pêche, puisque les poissons, ils sont en cage. L'abattage se fait... D'élevage ou de pêche? Non, on parle d'élevage actuellement. D'élevage. Mais dans l'élevage, il y a la pêche. D'accord. Quand on va à la cage... Laissez-moi poursuivre, et on va se consacrer beaucoup à la question de l'aquaculture. Sur le poisson, alors je vous dis, est-ce qu'il arrive bien frais? Est-ce qu'il arrive pollué ou pas? Aujourd'hui, je pense qu'il y a des contrôles qui sont faits. Est-ce qu'ils sont systématiques? C'est ce que nous essayons de développer pour que nous puissions sécuriser tout le processus de débarquement jusqu'à la vente au détail. On a beaucoup d'actions qui sont faites aujourd'hui. Nous avons mis en place un laboratoire qui vient d'être lancé il y a une année, qui est spécialisé dans les produits de la pêche, donc notamment pour toutes les questions de pollution directe ou aussi contamination ou contaminants sur les produits, sur ce type de produits. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que ce laboratoire puisse intervenir et s'intégrer au réseau de surveillance et au réseau de contrôle existant. Mais il faut savoir que là, il y a beaucoup de marge et nous pouvons améliorer grandement l'existence d'un produit et sa traçabilité. Il faut reconstruire tout le système, mais en même temps savoir que ça a un coût. Parce que là, on est encore dans de l'économie.
un coût, une qualité. Quand on parle, tout à l'heure, Simnour disait, oui, nous, les consommateurs, nous, je le paraphrase, hein, pas de manière... Mais je suis conscient aussi de l'importance de ce qu'il dit. Ils disent qu'il exprime au nom des consommateurs. Ils disent, nous voulons un produit de qualité, nous voulons un produit traçable, nous voulons un produit garanti, qui n'est pas de pollution ou de contamination. Mais ça demande un coût. Il faut que quelqu'un paye. C'est qui paye? C'est le consommateur. C'est les intervenants, c'est les opérateurs. Ça a un coût. Ça peut pas être gratuit. Un mot sur le poisson pêché à la dynamite. Est-ce que c'est vrai? Quelles sont ses proportions? Aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelles sont ses proportions. La seule chose qu'on est capable de dire... Mais on peut le remarquer au nombre de casiers qui reviennent. Non, moi je pense aujourd'hui, on a 2 ou 3 indicateurs qui nous permettent de pouvoir évaluer. Le premier, c'est tout l'effort qui est fait par les contrôleurs et par la police de la pêche, qui sont les gardes-côtes. Est-ce qu'ils sont suffisants? Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a énormément d'efforts. Et il y a énormément d'efforts qui sont faits, y compris aux frontières. Ça veut dire pour limiter l'entrée de ce type de matière qu'on utilise dans la pêche à la dynamite. Frontières maritimes. Parce qu'il y a du poisson qui passe aux frontières terrestres. Il y a les frontières terrestres et quand je parle des frontières, toutes les frontières, toutes les frontières maritimes et terrestres. Il y a beaucoup d'efforts. Je vous en prie. La deuxième chose, aujourd'hui, du fait qu'il y a ces efforts, on peut laisser à penser, en tout cas que ce ne sont que certaines zones qui sont concernées. Même dans le passé, quand on écoute beaucoup d'intervenants, par exemple, les zones de l'Est étaient moins concernées que les zones de l'Ouest. Oui. Bon. Et ça concerne plus particulièrement, c'est pour ça qu'on veut faire aussi un effort de formation. Parfois, c'est aussi dû à la facilité. Ce n'est pas que l'utilisation de la technique elle-même. C'est la facilité qu'elle offre de pouvoir... Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites? Il faut expliquer aux gens ce que c'est la pêche à la dynamite. Il faut leur expliquer. Nous avons une pêche, ce qu'on appelle la sardine, on la pêche avec une seine. Une seine, on met en place la seine, on la boucle la seine pour qu'on ait la sardine à l'intérieur. Elle fonctionne comme une... Bon, et après on va remonter ce filet, on va remonter ce produit. Cette seine, elle a une hauteur. Elle va, en fonction des mailles, elle va à 30-40 mètres à l'intérieur disons, de la mer. Bon. Des fois, les bancs de sardines, ils sont très profonds. Très en profondeur. Ils sont à 100-120 mètres. Nos pêcheurs, ils ont des filets... Pas assez bas. Et qui vont à 20, 30 ou 40 mètres. Qu'est-ce qu'ils vont? Certains, pas facile, c'est condamnable. Hein? Oui. C'est condamnable. Et c'est des gens, dans la nouvelle loi, nous avons encore augmenté toutes les sanctions relatives à l'utilisation de ce type de technique. Ils vont utiliser la dynamite pour dynamiter le banc, et le banc va remonter. Très bien. Le banc, et ils vont pêcher ce poisson mort. Parlez-nous, tiens, de la technique il y a un système de rail, la croix de Saint-André. Et avec ça, c'est la technique qui était utilisée. Était Saint-André? Elle était utilisée. C'est une technique qui est le karkara. C'est-à-dire que c'est pour le corail. Il faut parler du corail. Donc, c'est une espèce de croix avec des petits filets et karkara. C'est pour ça qu'on appelle ça le karkara. Et les filets retiennent ce qui est cassé. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une lutte très importante aussi qui est menée pour ce type d'engin, qui est prohibé parce que le problème de ce type d'engin, c'est vrai qu'ils sont faciles. Et que, à la limite, si vous pêchez à la dynamite ou vous pêchez le karkara, ça ne demande aucune formation. À part la formation de maoudjat à l'engin que vous utilisez. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître les endroits, vous n'êtes pas obligé d'être un marin. C'est des techniques destructrices, c'est quelque chose qui ne demande pas de formation. Très bien. Et c'est ce qui fait que ça attire peut-être certains. Oui, mais vous savez toujours que la fraude naît toujours de l'utilisation de la facilité.
Il y a beaucoup de... Je pense aujourd'hui, il faut que nous soyons conscients, et c'est valable pour nous, et c'est valable aussi pour toutes les activités. Nous devons, dans ce que nous exploitons, nous créons chaque année, c'est ça la valeur ajoutée, nous utilisons une valeur qui devient une valeur marchande. Et nous avons un stock qui est la valeur de la ressource elle-même. Donc, si vous voulez chaque année sortir cette valeur et la redistribuer, créer des revenus, il faut aussi préserver le stock ou la valeur naturelle. Donc, c'est valable. En fait, c'est valable pour toutes les ressources naturelles que nous utilisons. Oui, je voulais réagir sur les réponses de M. le ministre et surtout à propos du contrôle des produits de la pêche. Là, je ne voudrais pas être trop populiste, mais je dirais que la santé n'a pas de prix. Donc c'est à cet effet qu'il faudrait réellement être strict sur le contrôle, et notamment le contrôle en amont. C'est-à-dire du moment qu'il y a maintenant un laboratoire national, je crois qu'il a un Mbnian, et pourquoi ne pas utiliser les moyens de ce laboratoire pour baliser les zones de pêche et que les pêcheurs aillent pêcher directement dans des zones propres. Voilà, donc ça c'est pour gagner du temps et être sûr au moins d'un minimum de santé, parce qu'on sait que les marchandises arrivent pendant des heures qui ne sont pas faciles pour les vétérinaires, et dans la plupart du temps, c'est des produits qui vont aux consommateurs sans passer par, mais vous savez très bien le contrôle. La qualité d'un produit à l'assiette. Et ça, c'est une des reproches que je fais, même moi, à ceux qui réfléchissent sur ce type de questions. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, ça veut dire les spécialistes le savent, une qualité sanitaire, une qualité même alimentaire d'un produit à l'assiette, c'est une chaîne, c'est préserver la salubrité du produit et l'hygiène du produit sur toute la chaîne. Donc, il faut arriver à mettre en place un système intégré. Vous ne pouvez pas dire, voilà, allez, on va juste régler le problème des zones de pêche. Il y a les zones de pêche, il y a l'embarquement du poisson, il y a le débarquement, il y a la vente en gros, il y a... Si vous avez un contaminant, c'est pour ça que parfois, il y a certains qui disent, oui, il faut utiliser ceci, pendant ce segment, il faut régler. Non, en fait, il faut avoir une approche d'ensemble, jusqu'au consommateur. Un produit doit on doit protéger la qualité de ce produit sur l'ensemble de la chaîne. Parce que nous avons aujourd'hui des circuits longs. Nous n'avons plus de circuits courts. Un produit va descendre, il va descendre à Annaba. Un produit qui descend à Annaba, il va venir sur Alger. Il va voyager. Après, il va revoyager sur... Voilà, donc il faut concevoir des systèmes qui sont aussi complexes que le sont aujourd'hui les flux. Pour être sûr, on devrait aller manger les produits de l'aquaculture. Je pense que c'est plus sûr. Toujours dans le même contexte, nous, par exemple, dans notre segment à nous, on ne peut pas vendre un seul poisson sans faire un tour chez le vétérinaire. Tout votre discours va nous amener, nous amener vers vous, puisque apparemment l'aquaculture, c'est véritablement l'avenir pour le pays. Elle est bien où il est. En matière de traçabilité, je dirais que c'est bien où il est. Parce que moi, j'aborde un autre problème. Avant de mettre le poisson, ou bien avant de l'abattre ou de le pêcher, c'est qu'on procède à différents contrôles tout le long de l'année. Ce sont des contrôles internes ou externes? Non, internes. Internes. Et parfois, il arrive que, par exemple, l'école des sciences de la mer nous donne un coup de pouce parce qu'ils sont mieux outillés, ou bien le Centre national de recherche. Excusez-moi, mais ce discours ne me paraît pas très légal, parce que j'aurais voulu qu'on me dise qu'il y a l'État qui vient régulièrement vérifier les contrôles. L'État, nous avons un service sanitaire qui dépend de la direction des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, qui est au sein même du port d'Azofoun. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas acheminer notre poisson à un endroit donné sans avoir un certificat je crois qu'il sanitaire. Je voulais parler de la visite médicale pendant l'élevage.
D'accord. Pendant l'élevage et à la vente aussi, Et monsieur. à la vente. Et je vais vous dire encore. Et qui est exercé par quelle structure? Comment? Quelle est la structure qui vient faire cette certification? C'est une, comment dire, ça relève du ministère de l'Agriculture. C'est des services vétérinaires locaux. Donc ça, c'est un petit défaut, effectivement. Ça aurait été bien que ce soit le ministère de la Pêche qui s'occupe de cette liaison directe de contrôle. Alors, je sais sur- pas, je sais pas. Je pense que moi, je suis pas dans ce type de problématique parce que je pense qu'aujourd'hui, quel que soit ce que nous vivons, nous sommes en face de réalités complexes. On est en face de réalités complexes avec, en fait, à chaque fois, c'est vrai qu'on a un produit au bout, mais on a une multi-activité, multi-acteurs, multi-intervenants. Il est impossible de faire du noir et blanc. Ça veut dire de revenir à la télévision avec deux couleurs. Ouais. On a automatiquement un spectre de couleurs et d'intervenants avec une complexité d'intervenants. Je crois qu'il faut apprendre à fonctionner avec cette complexité. Est-ce qu'il faut la simplifier un moment dans des endroits? Oui, peut-être se poser la question. Mais on ne peut pas avoir aujourd'hui dans aucune activité économique, et à mon avis c'est aussi peut-être une erreur intellectuelle, et plus qu'une erreur intellectuelle, parfois opérationnelle. Chaque produit est une chaîne d'intervenants. On ne peut pas avoir en disant, voilà, on doit avoir qu'un seul responsable. On a une multi-responsabilité. Mais maintenant, comment les uns et les autres vont collaborer pour faire en sorte qu'on n'ait pas de blanc, qu'on n'ait pas de perte de temps, qu'on n'ait pas de perte de traçabilité. Parce que entre un circuit qui va passer au port et après on va passer un circuit plutôt qui a l'air en commercialisation détail, gros et détail, il ne faut pas qu'on perde la traçabilité. Il ne faut pas qu'on perde la responsabilité. Voilà. Oui, Albi Djelej. Alors, vous, ce qui est formidable, je disais en entrée, vous êtes le directeur de la première ferme aquacole d'Algérie. Oui, donc, vous avez été, je crois, bien inspiré parce que maintenant, même le ministre souhaite que on développe davantage ce genre d'élevage. Alors, est-ce que ça a été ça a été difficile? Est-ce que c'est un bon investissement pour vous aujourd'hui? Vous en êtes satisfait? Et quels sont les obstacles ou bien les inconvénients que vous rencontrez maintenant? Je vais vous surprendre peut-être. Je dirais que c'était au départ, c'était un bon investissement. Il y a eu quelques aléas que je ne vais pas citer maintenant pour ne pas trop... Gêner le ministre? Non, pas du tout. Et alors pourquoi vous ne voulez pas citer? Bon, parce que c'était tout simplement la méconnaissance des créneaux. D'accord. Tout simplement, c'est tout le monde. Il y avait une absence flagrante de réglementation. Je dirais que... Mais quelquefois, c'est bien quand il n'y a pas de réglementation, ça permet de oui, faire ce qu'on veut aussi. mais c'est toujours à la tête du client. Oui, c'est juste. Hein, ou plutôt selon l'humeur sur de la tête du celui... consommateur après. Plutôt selon l'humeur de celui qu'on a en face. Oui, c'est juste. Hein? Et là, bien, vous avez démarré avec alors, une ferme aquacole qui produisait combien de tonnage de poissons? On a démarré carrément à 1200 tonnes, c'est de la production. Dès le départ? Dès le départ, oui. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien? À 1200. Et ça fait combien d'années que vous avez démarré? 10 ans. Comment ça se fait? Comment ça se fait que vous soyez toujours au même niveau de production? Au même niveau de production, parce que là, monsieur le ministre est au courant, on doit développer. Parce que là, pour développer... Il vous faut du foncier, enfin il vous faut honnêtement, je ne voudrais pas dépendre d'un système financier quelconque. D'accord, vous ne voulez pas vous engager sur du non, crédit. mais ce que je souhaite, c'est agir avec vos propres fonds. Avec mes propres fonds, voilà. Même si ça prend du temps. Donc c'était même pour si des raisons religieuses, je suppose. Même si ça prend du temps. Oui. Pour des raisons religieuses? Non. Pour des raisons de stratégie? Non, c'est stratégique. C'est stratégique. Et puis j'ai d'autres idées en tête. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais quand même insister avant qu'on aborde plus profondément cette question de l'aquaculture. C'est que nous devons, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'orientation qu'on prend et quelle que soit la proportion qu'on aura entre aquaculture et pêche dans l'avenir et nos ambitions qu'on a dans l'aquaculture, nous avons une colonne vertébrale de l'activité économique qui doit être mise en place et qui doit être mise aux normes. Que ce soit pour les produits de la mer qui viennent de la production sauvage
ou celles qui viennent de l'élevage. Donnez-moi le tonnage des ou deux. Aujourd'hui, c'est disons 130 000 tonnes pour le sauvage et une dizaine de milliers de tonnes dans les meilleures années. Combien d'acteurs dans l'aquaculture? Pour l'instant, ils sont une vingtaine. Combien au nord, combien au sud? Un peu plus au nord, au sud, on en a deux. D'accord. Deux qui font, mais des espèces différentes. Ce ne sont pas des espèces qui sont faites dans l'aquaculture marine. Mais aujourd'hui, quelle que soit la proportion qu'on peut avoir et quelle que soit l'ambition qu'on peut avoir, il faut des règles en mer. Et il faut une gestion de ce qui se passe en mer. Une gestion de la ressource et une gestion des usagers. Il y a plusieurs usagers en mer. Il y a ceux qui vont aller pêcher la sardine, il y a ceux qui mettent en place des cages, il y a ceux qui ont des petits bateaux qui vont faire de la pêche artisanale, et il y a les plaisanciers. Donc il y a le minimum, c'est ce que j'appelle les fondamentaux. Nous devons avoir un système organisé en mer. Nous avons après, ces gens-là, il faut qu'ils débarquent leurs produits, ils débarquent dans des ports, même les gens de l'aquaculture. Qu'ils soient pêcheurs, plaisanciers ou professionnels, il faut qu'il arrive dans un port. Et quand il arrive dans un port, il faut que le port soit un port. Et que les services soient là, qu'il puisse monter son bateau s'il a une avarie, descendre son produit, avoir un vétérinaire et un contrôle sur place, et qu'il puisse avoir de la glace pour pouvoir transporter. Mais vous dites il faut. Mais justement... Attendez. Non, mais pardon, mais depuis 4 ou 5 ans, bien des problèmes ont disparu quand même. Voilà. Donc, et nous, on voudrait non, parce que je parlais d'absence de réglementation. Ça a été fait. Au départ, j'avais bien précisé que c'était par mes connaissances du créneau. Ouais. Je ne jette la pierre à personne. Maintenant, il y a, après le débarquement, le système de commercialisation dont on parle. Il faut avoir des halles à marée où on débarque le poisson. Ce poisson est tracé, il est vendu dans des circuits de gros, des marchés de gros, avec des circuits de détail et de la distribution. Bon, voilà. Ça, c'est la base, c'est les fondamentaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas tout le système. Nous avons de l'ancien, nous avons des anciens bouts, des projets, des intentions. Nous avons tout en même temps. Donc c'est pour ça que nous avons 5 ans pour pouvoir mettre en ordre tout ça. Très bien. On est à 50 minutes, il nous reste 2 minutes. Alors je vous laisse partager ce temps. Allez-y, monsieur. Parce que je ne voudrais pas rater l'occasion pour parler de l'aquaculture. Nous, pour les consommateurs, c'est la solution pour qu'on puisse fournir du poisson à tous les Algériens et à de meilleurs prix et dans de meilleures conditions. Et c'est pour cela que on veut entamer à la Fédération Algérienne des consommateurs une mission de sensibilisation avec 3 axes. Un axe qui va vers le consommateur pour créer le marché et encourager des investisseurs à produire. Parce que certains producteurs disent, si on produit le poisson de l'aquaculture, il n'y a personne qui va le manger. L'Algérien n'aime pas le poisson. Je parle surtout de l'aquaculture continentale. Et aussi une autre action de sensibilisation vers les opérateurs économiques pour les encourager, parce qu'on ne peut pas être différent des autres pays, sachant qu'en Europe, leur consommation de poissons, je pense que plus de la moitié, elle provient de l'aquaculture, alors que chez nous, on est à moins de 5%. Et ça, c'est anormal. Donc, parce qu'on a la côte, et on a les hauts plateaux, on a le Sahara. Donc, dans nos actions, j'en profite parce que son Excellence, Monsieur le Ministre, il est là. On voudrait mener aussi une action envers les pouvoirs publics et surtout vers tout ce qui est cantine. Donc, comment faire apprendre le poisson de l'aquaculture aux Algériens. On va commencer par les enfants, donc avec le ministère de l'Éducation, pour les encourager à consommer, à faire consommer aux enfants le poisson, enfin ce genre de produits. Aussi dans les réfectoires des grandes sociétés, dans les casernes, et ça va créer un marché qui va encourager des producteurs à produire. Avec de grosses campagnes de communication. Avec de grosses campagnes de communication. Et là aussi, nous, à travers nos associations, on a un énorme travail à faire. Et c'est avec cela qu'on pourrait peut-être travailler ensemble
afin d'arriver... Et avec les fermes, Bien avec sûr. les fermes également. Et aussi encourager des investissements pareils parce qu'ils vont être vitaux à l'avenir. Alors, monsieur El Djelladj, vous, qu'est-ce que vous voulez faire pour dynamiser Pour dynamiser, votre secteur? c'est simple, il faudrait non pas encourager les investisseurs, mais encourager les consommateurs à consommer le poisson. C'est ce que je viens de dire, oui. Mais il faut encourager les investisseurs aussi. Oui, mais, ça va mais pas vous moi, plaire, mais... je suis un peu sceptique. Je suis un petit peu, parce que sachant que le coût de revient du poisson, quand même, dépend de la nourriture qu'on donne au poisson. Cela représente à peu près 75% du coût de revient de... Et ce sont des intrants qui sont importés pour l'essentiel? Oui. Pourquoi on ne peut pas produire ces intrants ici? Dans l'immédiat, moi je ne sais pas si monsieur le ministre est d'accord avec moi ou pas. Dans l'immédiat, il vaut mieux différer la production à plus tard, parce que la recherche quand même est à un stade avancé pour essayer d'éliminer au moins en partie la farine de poisson, qui reste quand même chère. D'accord. Il faudrait lui trouver une alternative. Et même, je pense que dans les 3-4 ans à venir, on trouvera une alternative à la farine de poisson. Et c'est à partir de là qu'il faudrait, monsieur le ministre, envisager la fabrication d'aliments en Algérie. Mais néanmoins, pour essayer au moins de freiner la tendance haussière du poisson, au moins essayer de trouver une formule, je ne sais pas laquelle, pour essayer de maintenir les prix actuels. Très bien. Sidi Ahmed Faroukhi, un mot pour nous dire pourquoi il faut développer l'aquaculture. Pourquoi c'est nécessaire et indispensable? Moi, je pense qu'il faut développer la pêche et l'aquaculture. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons... Il y a du potentiel dans l'aquaculture, parce que nous avons là un gisement que nous pouvons exploiter. Mais nous devons développer un secteur qui est équilibré et autour d'agrégats économiques. Et autour de cette logique de se dire, j'ai 80 000 et peut-être 30 000 à venir, donc c'est presque 100 000 ménages qui peuvent vivre d'activités directes autour des métiers et des produits de la mer. Donc, ils peuvent faire vivre leurs enfants, nourrir d'autres et offrir un produit de qualité à des consommateurs, donc, et le faire dans leur région, et avoir des impacts, y compris au niveau local, parce que si j'étais à Zefoun, souvent c'est des zones qui n'ont pas beaucoup d'opportunités économiques, et de s'ouvrir aussi, parce que nous sommes aussi dans cette économie de la mer, que nous devons montrer aux autres, nous devons montrer ce potentiel aujourd'hui. Dans la mer, il n'y a pas que du poisson, il y a aussi d'autres activités qui peuvent se développer et se greffer. Très bien. Sidi Ahmed Faroukhi, merci à vous. 52 minutes, c'était court. À vous particulièrement. Je pense qu'il faudra refaire une autre émission. Merci à vous, Hassan Nawar. Merci à vous, monsieur Abid Djelladj. Il faudrait qu'on fasse une émission consacrée spécialement à l'aquaculture. Merci à vous pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci. Je vous dis à très bientôt. Notre émission reprendra au mois d'octobre. D'ici là, je vous souhaite... vous allez quand même nous permettre de dire ça. Oui, c'est ce que j'allais souhaiter en votre nom. À tous ceux qui nous regardent, aux professionnels de la pêche, aux consommateurs. Avec un élément d'un plat de poisson par semaine. Inch'Allah, Inch'Allah. Et tentez pourquoi pas la shorba au poisson. À bientôt.